Indice socio-économique des écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles, capsule 7, quels usages? Par rapport à l'origine sociale et économique des enfants qui font partie d'une implantation scolaire, l'indice socio-économique est un outil de description et de mesure. C'est encore un outil de prescription et de finance, autrement dit d'allocation de moyens. Intéressons-nous à cet aspect financement en lien avec l'ISE. Au niveau des subventions de fonctionnement, qui varient, qui se distinguent suivant le type d'enseignement, suivant le niveau d'enseignement, mais aussi assez légèrement en fonction de la classe ISE, avec des moyens un peu plus élevés pour les écoles des classes inférieures et un peu moins élevés pour les écoles des classes supérieures. Pour ce qui est des traitements, l'ISE n'a aucun impact, contrairement à ce qui peut se passer dans d'autres pays, comme en France, avec des enseignants, des REP qui sont mieux rémunérés. Un deuxième usage de l'ISE, c'est l'encadrement différencié, qui s'adresse aux écoles des classes 1 à 5, selon des conditions et des calculs compliqués. En 2021, cela a concerné 1370 équivalents temps plein, 750 pour le fondamental, 620 pour le secondaire, pour un budget avoisinant les 55 millions. 55 millions donc pour ces postes enseignants. À côté de cela, 14 millions d'euros destinés à l'achat de matériel pédagogique, d'organisation d'activités et de rénovation du bâti. Ces aides ont bénéficié à 1091 implantations scolaires. Et quel est le résultat? Pour la COPI, la commission de pilotage du système éducatif, qui a émis un rapport, un avis en 2021, les conclusions générales sont qu'il n'y a pas d'amélioration dans le temps et qu'il est impossible de conclure si ces résultats sont dus au dispositif d'encadrement différencié ou aux caractéristiques des écoles, car il n'y a pas de groupe contrôle. Troisième usage de l'ISE, c'est pour les écoles qu'on appelle indice socio-économique faible, ISEF, qui sont de classe de 1 à 8, c'est-à-dire qui regroupent 40% des élèves, pour les ISE les plus bas. Le caractère ISEF, il intervient dans le cadre du décret inscription. Il intervient lors du classement des demandes d'inscription. En effet, lorsque l'école secondaire choisie reçoit trop de demandes, elle doit recourir à un classement. Et à partir de là, 20,4% des places disponibles sont alors réservées pour être accordées à des élèves issus d'une école primaire ISEF, c'est-à-dire de classe 1 à 8. L'ISE décrit et mesure les inégalités sociales. À partir de là, la Fédération Wallonie-Bruxelles a prévu des financements censés réduire les inégalités scolaires qui en découlent. Se pose donc la question de la lutte contre les inégalités scolaires. Est-ce une question de moyens? Avant tout, une question de petits moyens, et donc faudrait-il donner plus de moyens à l'enseignement? Ou alors, faut-il faire mieux avec les moyens attribués? C'est une première question qui est posée. L'encadrement différencié, le dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants assimilés qu'on appelle DASPA, le dispositif d'accompagnement pour le français langue d'apprentissage qu'on appelle FLA, l'enseignement spécialisé, sont autant de moyens financiers qui se traduisent majoritairement en période professeur ou accompagnant divers. Mais pour faire quoi? Avec quels résultats? Au niveau des écoles, les plans de pilotage offrent une liberté des moyens. Mais quelles sont celles qui en profitent vraiment pour aménager les rythmes quotidiens et hebdomadaires,
pour organiser les lieux de classe, les attributions d'enseignants, les groupes d'apprentissage, pour changer les pratiques pédagogiques, pour transformer l'évaluation, une évaluation qui sanctionne en une évaluation qui valorise. Pour réduire les inégalités scolaires, il y a des leviers au niveau de l'État, il y a des leviers au niveau de l'école, il y a des leviers au niveau des enseignants. Pour ce qui est des pratiques pédagogiques, quelle est la part d'enseignants au courant des rapports au savoir des enfants, des malentendus socio-cognitifs induits par leurs consignes, leur langage, leur intervention menée auprès des élèves de façon individuelle ou de façon collective? Dans la réduction des inégalités scolaires, il faudrait approfondir l'analyse des inégalités cachées qui persistent à défaut de certaines régulations. Par exemple, l'attractivité moindre d'écoles à ISE bas et le fait qu'on peut y retrouver plus d'enseignants inexpérimentés, voire sans titre requis, que dans d'autres écoles. Autre exemple, même au-delà d'inégalités cachées, inégalités taboues, le cercle vicieux qui consiste à exiger moins des élèves parce qu'ils ont de moins bons résultats et qui entraîne la démotivation de l'équipe éducative, engendre un climat délétère, donne une image négative de l'école et un retour de ceux qui y travaillent. Il y a certainement pas mal d'autres exemples d'inégalités cachées qui mériteraient donc une analyse plus approfondie. Pour terminer, évoquons un autre grand problème lié aux inégalités scolaires, c'est celui de la ségrégation sociale. Le fait qu'il existe des écoles de riches, des écoles de pauvres, des ghettos. Comment lutter contre ce problème de ségrégation sociale? Faut-il organiser, provoquer la mixité sociale? Mais comment la réaliser? Ou encore, faut-il laisser les écoles en l'état et faire du renforcement positif, ultra positif pour les écoles qui regroupent les enfants des milieux populaires? Voilà une question énorme qui s'ajoute à toutes les autres que nous avons posées concernant les inégalités scolaires. Un certain nombre d'entre ces questions concernant spécifiquement l'ISE qui nous a occupés durant cette capsule et les 6 autres qui précèdent. Voilà donc la fin de cette capsule et de cette série sur l'indice socio-économique. Pour plus de renseignements, vous pouvez donc consulter le site de la CGE, Changement pour l'égalité.